Merci madame, et je suis moi aussi très, très heureux d'être parmi vous cet après-midi, et je suis moi aussi très admiratif devant l'enquête qui nous a été présentée, ou dont certains aspects nous ont été présentés, et je suis également heureux d'être dans le cadre d'un dialogue pluridisciplinaire, puisque nous sommes en quelque sorte à voix multiples cet après-midi, même si j'ai bien conscience d'être dans un séminaire d'économistes, et je formule, si vous le voulez bien, au seuil de ce bref exposé un scrupule, je ne suis qu'historien. En disant ça, je ne fais pas contrition en aucune sorte, mais je suis donc mon propos dans un instant sera un propos d'historien avec naturellement les limites de ma discipline par rapport aux questions que vous vous êtes posées et que vous vous posez. Alors, deuxième remarque liminaire, comme le temps a passé et bien passé, j'avais prévu un exposé, il apparaît qu'il n'est pas possible de le faire, il y a d'autres interventions prévues, peut-être en tout cas des questions, donc je me contenterai, comme nous sommes dans le cadre d'un séminaire, de quelques remarques en écho des deux exposés passionnants, éblouissants que nous avons tour à tour entendus. Et donc, c'est à dessein que mon propos que j'avais prévu structuré sera déstructuré, si vous le voulez bien. Alors, je commencerai quand même par ce qui apparaissait à l'instant comme un acte de contrition. Je suis historien et donc je n'ai pas de réponse à la plupart des questions que vous vous posez, puisque par définition, mon regard est dans le rétroviseur, dans le cadre d'un séminaire, où au contraire, vous avez, j'allais dire, le privilège de vous intéresser au présent et par là même à l'avenir. Et vous le disiez, madame, il y a un instant, moi, mon propos sera de vous dire quelques mots de ce que je sais de cette génération dont nous parlons depuis le début de l'après-midi, qu'on appelle souvent la génération du baby-boom. Alors, je le répète, j'avais prévu d'en parler longuement, je vais simplement reprendre 4 ou 5 points. Le premier point, bien évidemment, c'est un problème de définition, une question de définition, et là je suis heureux de parler en présence de l'une des meilleures spécialistes français des générations, Madame Mathias Donfut, dont les travaux nourrissent notre réflexion d'historien. Pour moi, qui travaille notamment sur les générations, mais pas seulement. Pour moi, c'est important, la notion de génération. J'ai beaucoup écrit sur cette question, mais ensuite j'ai d'autres objets que cet objet des générations. Mais pour moi, il y a toujours ce problème classique. Qu'est-ce qu'une génération ? Alors, ça pose un problème, on va le voir, très technique dans notre après-midi et dans notre propos de cet après-midi, parce que il se trouve que je suis d'accord, monsieur, avec vous. Pour moi, les baby-boomers, c'est 60-74 ans, puisque si on fait le calcul à rebours, vous arrivez donc à des gens qui sont nés entre 1940 et 1954. Bon, moi, il se trouve que j'arrive à peu près à la même chose. Pourquoi ? Parce que pour moi, la génération du baby-boom, c'est celle qui apparaît, après la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'admets le 40-46 parce que, à la suite d'un mécanisme très complexe, qui est un mystère pour, d'ailleurs, toutes les sciences sociales réunies, pourquoi la courbe, en quelque sorte, de la natalité s'inverse au cœur des années noires, au moment où, de surcroît, plus d'1,5 million de jeunes mâles en âge de procréer sont dans les camps de prisonniers en Allemagne, dans les oflags et dans les stalags, et c'est le moment où en 42-43, il y a cette inversion qui s'amorce, mais ce qu'on appelle le baby-boom, c'est véritablement à partir de 1946, où nous avons effectivement des cohortes annuelles supérieures à 800 000, alors que juste avant la Seconde Guerre mondiale, certaines années, c'était inférieur à 600 000. Vous voyez immédiatement le saut en quelques années qui est considérable, qui est quasiment de 50%, ce qui est extrêmement rare, en tout cas en termes de brutalité historique, dans notre histoire, même si on a eu d'autres périodes avec des taux de natalité importants. Donc ça, c'est le point de départ. 40 ou 46, pour moi 46, mais peu importe. Ce qui est beaucoup plus important comme débat, c'est le point d'arrivée. Quand s'arrête la génération du baby-boom ? Pour moi, effectivement, c'est au milieu des années 50. Non pas que la natalité, ensuite, s'affaiblisse, en tout cas dans un premier temps, mais parce qu'ensuite, les jeunes qui naissent à partir de 59, 60, 61 auront 20 ans ou 21 ans au début des années 80, dans un moment
où, par exemple, les 30 glorieuses sont terminées, où, par exemple, l'insertion sur le marché du travail a complètement changé à partir du milieu des années 70, et donc où on a les cadets des baby boomers qui sont certes, eux encore, 61, 62, pour un démographe, c'est encore une période de forte natalité, puisque le taux de fécondité va commencer à être touché au milieu des années 60, mais comme il y a plus de femmes en âge de procréer qui sont justement les premières du baby boom de 45, 46, 47, la natalité ne s'en ressentira que à partir du milieu ou du courant des années 70, c'est-à-dire au cours de la décennie suivante. Donc pour un démographe, le baby boom va au moins jusqu'au milieu des années 60 et pour certains d'entre eux même jusqu'au milieu des années 70. Pour moi, historien, pour les raisons que je viens d'expliquer, il s'arrête au milieu des années 50. Mais ça pose donc d'abord un problème de discussion avec les autres sciences sociales. Quid, donc, est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on parle du même objet? Il se trouve que oui, nous y arrivons, j'allais dire, par des raisonnements différents. Mais donc, du coup, se pose pour moi, et c'est ma deuxième question, un problème de définition des seniors. Quid des gens de plus de 74 ans? Je rappelle quand même que les parents des baby-boomers sont pour beaucoup d'entre eux, et je m'en réjouis d'ailleurs à titre personnel, encore vivants. Ou en tout cas certains d'entre eux. Donc, quand on parle des seniors, là, vraiment, c'est une question sans malice, mais il n'y a pas que ces baby-boomers, ou sinon, j'ai pas bien compris une partie du film, si vous voulez. Donc, c'est une question, si vous voulez, que je me permets de vous poser. Et maintenant, j'en viens à la mission qui m'est confiée, qui m'est dévolue, de revenir sur cette tranche d'âge, donc, on va dire, comme mon collègue, donc les gens entre 60 et 74 ans. Alors, il se trouve que si j'ai à les définir en tant qu'historien, c'est une définition qui existe. C'est-à-dire que, pour moi, historien, elle est marquée par un certain nombre de traits qu'elle tire du contexte historique dans lequel elle va passer ses premières décennies d'existence. Et si j'avais à résumer, mais j'ai pas le temps de le faire, ce contexte ou ces éléments qui caractérisent et qui sont comme une empreinte fondatrice sur cette génération, je dirais qu'on peut le résumer par 4 P majuscules. D'abord, il ne faut jamais l'oublier, la génération de la paix, c'est-à-dire que à partir de 1962, fin de la guerre froide d'une part, enfin de la guerre froide, en tout cas détente internationale, mais surtout fin des guerres coloniales. Donc la France, à partir de là, n'est plus en situation de guerre, alors qu'il ne faut jamais l'oublier. Pendant 9 décennies, depuis 1870, il y a un véritable trend, si j'emprunte le mot aux économistes, trend belliqueux qui court sur quasiment un siècle, 9 décennies, où les jeunes Français de sexe masculin ont à se préparer éventuellement à mourir pour la patrie, et où la guerre est, soit par un effet de rémanence présente par le souvenir, soit par un effet de perspective, est visible dans les horizons d'attente. La guerre est présente en quelque sorte, et elle a bien évidemment une influence sur les autres générations que nous étudions, et notamment la génération alors je ne sais pas comment l'appeler, des seniors parmi les seniors, qui sont les gens, on va dire, de 80-85 ans, nés dans les années 20, et dont le début, j'allais dire, de l'entrée dans la vie se fait sous le signe de la guerre. Et quelle guerre? La Seconde Guerre mondiale. Donc, premier élément, la paix, premier P. Deuxième élément, la prospérité. Là aussi, c'est essentiel, parce que cette génération, naturellement, n'est pas la seule à bénéficier de la prospérité des années 60, sauf que c'est pas elle qui l'a bâtie, cette prospérité, mais ça, on ne peut pas lui en faire grief. Mais de surcroît, la génération des parents, elle aussi en bénéficie, elle en est même l'actrice, mais elle a connu, elle, d'autres configurations auparavant. Donc la génération du baby-boom est la première à pénétrer de plein pied à l'âge de son adolescence dans cette France de la prospérité, avant que cette prospérité, mais ensuite il y a, j'imagine, un débat parmi vous économistes, se fracasse ou ne se fracasse pas, en tout cas change de nature à partir du milieu des années 70. Bon, donc la paix, la prospérité. Notons d'ailleurs au passage que du coup, en raison de ce second P, les cadets des baby-boomers, eux, ce que j'appelais tout à l'heure les gens qui ont 20 ans au début des années 80, arrivent dans un contexte économique qui... alors après, bien sûr,
on a vu les chiffres qui vont au sens inverse, mais l'un dans l'autre quand même. Je vais prendre deux exemples concrets. Moi, je suis agrégé d'histoire. En 1972, il y a 220 postes à l'agrégation d'histoire. En 1982, il y en a 40. Bon, voilà, tout est dit. Et si on prend, j'en ai parlé avec un certain nombre de professions et de représentations de professions, si on prend les différents modes, si vous voulez, de recrutement, y compris dans le secteur bancaire, on s'aperçoit effectivement qu'une certaine forme d'insertion déjà à haut niveau de diplôme vient non pas se tarir, mais se rétrécir à partir de la seconde partie des années 70. Et c'est un mouvement très brutal. Je comparais 72-82, mais je pourrais comparer 73, 77 ou 78. L'inversion s'est faite sur 4 ou 5 ans. Et donc la notion de cadet, là, est une notion aussi de césure. La paix, la prospérité, le plein emploi. Alors, c'est quand même essentiel, dans la mesure où ensuite cette génération, en tout cas, entre dans la vie au moment du plein emploi. Et moi, j'attends des sociologues et des économistes qui m'expliquent si ensuite cette génération reste placée sous le signe du plein emploi, ou si précisément il y a des échancrures successives dans cette génération, et à quel moment, de quelle façon et avec quelle proportion, mais elle entre à un moment où il y a un chômage qu'on considère selon les années, dans les années 60, autour de 300 à 400 000 chômeurs, ce qui, me semble-t-il, d'après la plupart des économistes, est considéré comme un seuil au-dessous duquel il est difficile de descendre en régime démocratique, je ne parle pas des régimes autoritaires, avec un faux plein emploi, en quelque sorte. Donc, il y a cette notion de plein emploi, mais aussi en ayant en tête que cette génération du plein emploi est aussi celle de l'emploi qui sera un emploi dégressif, puisque les grandes lois, enfin grandes, après chacun le juge en tant que citoyen, mais le passage aux 39 heures, cette génération le connaît aux alentours de la trentaine, puis le passage aux 35 heures aux alentours de 45 ans. C'est-à-dire que cette génération accompagne en quelque sorte la baisse, mais la baisse prévue par la puissance publique, de la durée du travail. Donc il y a un emploi dégressif. Est-il pour autant, et je posais la question il y a un instant, régressif, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des échancrures en plus dans l'emploi et dans l'activité de cette génération? J'ai le sentiment que oui, mais ce qui m'intéresse, c'est la proportion, bien évidemment, qui renvoie d'ailleurs à la question de savoir si c'est une génération qui a beaucoup souffert ou qui a été beaucoup souffert, je veux dire, de cette dégradation du marché de l'emploi, ou qui a été relativement protégée. Mais j'imagine que les économistes et les sociologues ont des chiffres à nous proposer. Paix, prospérité, plein emploi, et enfin, quatrième point essentiel, la croyance dans le progrès. C'est-à-dire que c'est une société dans laquelle, cette génération se meut dans une société où les idéologies contradictoires et qui s'affrontent, et avec une forte intensité, sont des idéologies qui placent les unes et les autres, qu'elles soient à droite ou à gauche, que ce soit, pour faire vite, le libéralisme ou les différentes formes de marxisme-léninisme, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, depuis les lendemains qui chantent jusqu'à la croyance dans les vertus du marché, et donc une projection dans l'avenir d'un avenir qui sera mieux que demain. Et ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas que dans la perception, dans le ressenti. Ce qui intéresse l'historien, c'est que c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que c'est la perception d'une réalité. Pendant, disons, les années 50, les années 60 et la première partie des années 70, demain est meilleur qu'aujourd'hui. Et donc, il y a là, incontestablement, si vous voulez, un élément qui est un élément essentiel. Ces 4 P, ils sont essentiels. Je n'y reviens pas, d'autant que, de surcroît, globalement, cette génération, elle est favorisée par l'histoire avec un H majuscule. Je ne parle pas du débat sur l'emploi, vous avez fait allusion à Louis Chauvel, je sais qu'il y a tout un débat parmi vous sur cette question. Moi, je parle de l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire la configuration historique, non seulement parce qu'il y a la paix, mais parce que l'un dans l'autre, le mouvement de l'histoire a continué malgré la crise économique, et que de surcroît, il y a tout simplement cette chose qui est considérable qu'aucune génération n'a connu avant, c'est-à-dire l'allongement de l'espérance de vie en temps réel pour cette génération. Cette génération traverse son âge, et on aurait dit au XVIe siècle le reste de son âge, avec, j'allais dire, la durée de vie qui allonge en même temps qu'elle. Alors, ça, c'est banal en même temps, puisque c'est un constat que nous faisons tous, mais l'historien, souvent, s'étonne de phénomènes qui
qui sont justement placés sous le signe de la banalité, parce que ce sont des phénomènes massifs. Hein, c'est un peu la lettre volée, hein, la nouvelle, la lettre volée, où la lettre est visible dans le paysage et on ne la voit pas. Ben, de même, pour l'historien, il y a ces phénomènes-là. Alors, je vois, pour ne pas prendre trop de temps, donc je vais, ces quelques remarques, les ralentir et les terminer. Je ferai un autre constat. Ce que je faisais comme constat sous le signe des 4 P, c'était dans le fond de voir ces atouts, pour ne pas dire privilèges, qui est un jugement de valeur, ces atouts au temps des 30 Glorieuses, pour faire vite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, cette mutation, elle a continué malgré la crise qui survient. Vous connaissez les uns et les autres les travaux d'Henri Mandras, qui, à la fin des années 80, parle de la période 65-85 comme de la seconde Révolution française. Et pour ma part, mais moi, l'historien a besoin de recul, l'ouvrage d'Henri Mandras c'est de 88, moi j'ai attendu 20 ans de plus, 2007, pour publier un ouvrage qui s'appelle Les 20 décisives, où je reprends le même segment et je le reprends en historien, et je parviens, modestement, je veux dire par là qu'il l'avait déjà dit, mais aux mêmes conclusions, 65-85, il y a là une mutation considérable. Hein, ce que j'appelle, moi, dans mon ouvrage, un basculement anthropologique de notre pays qui va se poursuivre par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant la crise, la mutation continue. C'est ce que j'ai appelé dans un de mes ouvrages la mutacrise. Or, et j'y reviens, cette génération du baby-boom, ce sont les adultes de la mutacrise. C'était les adolescents des 30 Glorieuses, ou les jeunes adultes pour les aînés des 30 Glorieuses. Ensuite, ce sont les adolescents et les acteurs principaux, les acteurs sociaux principaux de cette mutacrise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter sur mai 68, qui a été un événement important par son onde de choc. Hein, et il ne faut pas faire de cette génération une génération de mutins. Hein, mais en revanche, c'est une génération de mutants. Son adolescence se passe dans les années 50, au moment où la France, j'allais dire, bascule, devient une sorte d'Atlantide et où il y a une mutation sociologique considérable qui fait qu'à partir des années 60 et 70 émergent sur le plan des normes et des valeurs, des comportements collectifs, de toute une série de paramètres. On a évoqué la structure des familles il y a un instant, toute une série d'éléments nouveaux, et qu'à cette vieille France dont les valeurs étaient très largement héritée d'une certaine forme de civilisation rurale, hein, succède déjà une France qui a d'ailleurs du mal à émerger, post-industrielle et bientôt, bien évidemment, globalisée. Bon. Donc, si vous voulez, on est en face de gens qui ont été les mutants au sein de cette mutation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, et je termine, hein, la question qui se pose en termes, dans le fond, de ce que j'appelais le basculement anthropologique par rapport à vos sujets. C'est-à-dire que, notamment, quel est le rapport à la valeur travail ? Permettez-moi d'utiliser le mot valeur par rapport à travail, ça peut se discuter, mais enfin bon, peut-être parce que je suis de cette génération, j'utilise le terme ainsi. Mais quel est le rapport global ? Est-ce que, si vous voulez, cette valeur est restée centrale, ou est-ce qu'au contraire, et ça ce sont les sociologues qui peuvent nous répondre, et qui d'ailleurs ont écrit des textes là-dessus, mais il est bien évident qu'on doit faire la part, et on le voit d'ailleurs, hein, de cette question. L'autre question essentielle, et qui est au cœur de vos réflexions, c'est aussi le rapport avec l'avenir. Parce que cette génération, elle a vécu le progrès, l'un des 4 P, mais elle a vécu aussi la crise du progrès. Et donc, c'est important. Comment l'a-t-elle retenti, la crise du progrès, je veux dire de l'idée du progrès qui porte la civilisation en avant, en quelque sorte. Et donc, comment l'a-t-elle vécu ? Passivement, ou au contraire en essayant de lutter contre, ou peut-être même avec un sentiment de culpabilité, hein, peut-être en tout cas avec une sorte de mélancolie l'âge venant. Il y a tout un arc-en-ciel des sentiments collectifs, mais probablement aussi une diversité de ces sentiments, mais qui débouche aussi sur une autre question, alors moi qui m'intéresse beaucoup, mais sur lesquelles j'ai pas de chiffres, je me contente de poser la question. Comme une partie de cette génération arrive à l'âge de l'inactivité progressivement, de la cessation de l'activité directement rémunérée. Qu'en est-il, j'allais dire, de ce rapport avec la société ? Est-ce que, par exemple, les processus associatifs sont en premier lieu animés, et de plus en plus par cette génération, qui, de par l'allongement de la durée de la vie, mais aussi des progrès de la médecine, est devenue ce qu'on a appelé une génération Peter Pan, c'est-à-dire une génération qui non seulement ne s'est pas vue
vieillir, mais refuse de se voir vieillir, hein, de même qu'on l'a appelé auparavant une génération narcisse, hein, qui s'est vue belle à travers tous les âges de sa vie, puisqu'on a proclamé autour d'elle qu'elle était belle. Hein. Mais ce qui m'intéresse aussi, je termine par là si vous me laissez encore une seconde, c'est aussi la question du rapport avec les autres générations. Je m'explique, d'une part j'y reviens, les seniors des seniors, enfin ceux qui sont au-dessus, hein, en quelque sorte, avec les cadets, avec notamment, et je terminerai sur un domaine qui est plus davantage le mien, qui est, moi je travaille en histoire politique d'une part et en histoire socio-culturelle d'autre part. Et ce qui m'intéresse et sur lequel j'essaye de travailler actuellement, c'est que je pense que cette génération, à tort ou à raison, des comptes vont lui être demandés. Et on le voit. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est proclamée dans les années 80, pas du tout au moment de mai 68, mais 20 ans après, à la fin des années 80, hein, au moment du 20e anniversaire de mai 68, responsable de la France telle qu'elle avait changé, de ce que beaucoup d'auteurs ont appelé à l'époque une révolution démocratique. C'était le moment où les jeunes gens venus d'extrême gauche n'étaient plus jeunes gens et n'étaient plus d'extrême gauche, et où on a eu, non mais c'est très intéressant, une explication, en quelque sorte une revendication, non pas d'une révolution, hein, mais de ce qu'on a appelé à l'époque une révolution démocratique, c'est-à-dire une mutation au moment où il était valorisant, puisque la France n'était pas entrée dans cette fragmentation républicaine, hein, de la suite, et ce doute par la suite, il était valorisant de se revendiquer père et mère, hein, pour les hommes et les femmes, de cette révolution démocratique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite on a vu poindre, à travers notamment le débat sur la permissivité dès les années 90, qui est venu, on l'oublie trop souvent, mais souvent de la gauche, hein, avec toute une série d'essais, hein, est-ce qu'on n'a pas été trop loin, hein, puis qui est devenu un enjeu politique, voir la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007, hein, où il est question, dans un des discours, de, je cite, liquider, hein, les effets de mai 68, ce qui politiquement est très habile et historiquement totalement incongru, puisqu'on ne liquide pas les effets d'un événement qui a eu lieu. Mais en même temps, je le répète, politiquement, on voit très bien en quoi c'était habile. Mais je reviens et je termine par là. Il y a incontestablement, je le disais, des comptes qui sont demandés à cette génération déjà sur le plan socio-culturel, hein, à travers, est-ce que une certaine érosion des normes et des valeurs, est-ce que cette génération n'en serait pas responsable ? Mais j'ai le sentiment, et là nous sommes au cœur de votre réflexion, que des comptes risquent d'être demandés à cette génération sur le plan des transferts. Parce que vous étudiez et je suis très admiratif, en économiste, ces transferts. Moi je suis un historien du politique, et je sais que les sociétés sont toujours parcouru par des affrontements sur des enjeux, au sens sémantique du terme, c'est-à-dire ce qui est en jeu à un moment donné, à un lieu donné, entre des groupes donnés. Et là, je pense très sincèrement qu'un des enjeux économiques, vous le prouvez, à venir, c'est celui de ces transferts, mais l'un des enjeux politiques aussi, c'est le consentement ou pas à ces transferts. Car, par-delà ces chiffres qui sont frappants et passionnants que vous nous donnez, il y a aussi les groupes humains vivent par des ressentis, par des perceptions, fussent-elles erronées. Et la perception actuelle, c'est que de fait, à tort ou à raison, cette génération est une génération privilégiée. Et donc, la question qui se pose, c'est aussi, me semble-t-il, une question politique. Voilà, je vous remercie.